Merci d'être avec nous. Nous allons vous présenter aujourd'hui le concours MTM, autrement dit ma thèse en manga, ainsi que les acteurs de cette opération inédite organisée et financée par l'Université des Antilles, le CNRS et la préfecture de Martinique. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les deux invités, à commencer par les lauréats de ce concours. Jessica Balgui, vous êtes docteur en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales et post-doctorante au Center for Black European Studies and the Atlantic à l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, si je ne me trompe. Vous êtes également lauréate du prix de thèse Jean-Pierre Sainton de 2024 et du prix spécial de l'histoire de l'institution parlementaire de l'Assemblée nationale. À vos côtés, Carlo, l'autre lauréat que je vais vous présenter, qui est actuellement en visioconférence avec nous. Bonjour, cher ami. Carlo Andy Charles, vous êtes avec nous en visioconférence, comme je le disais, titulaire d'un double doctorat en sociologie et en géographie de l'Université de McMaster au Canada et de l'Université des Antilles. Vous êtes également professeur adjoint de sociologie, membre du Black Scholars Institute de l'Université de Windsor, chercheur invité de l'Université du Michigan et chercheur associé à l'Institut Convergence Migration du CNRS. Alors, je voudrais également vous présenter un personnage très important, puisque partie prenante donc de cette opération, Raphaël Destilap, mais ce monsieur préfère qu'on l'appelle Rafi. Rafi, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et illustrateur indépendant, spécialisé dans le manga. Vous avez été formé dans plusieurs écoles d'art à Paris. Vous êtes fait connaître en 2018 avec la série Made in Nina Stories. Vous menez des interventions auprès des scolaires ici en Martinique et collaboré avec plusieurs acteurs institutionnels tels que l'Espace Sud, la police judiciaire, le Carnet des sciences et j'en passe. Bien entendu, vous êtes vraiment un homme multitâche. Avec nous également la cheville ouvrière, si je puis dire, de toute cette opération, Dimitri Béchac, docteur en anthropologie de l'EHESS, chargé de recherche CNRS et membre de l'UMR 8053 FEAC. Si je ne me trompe. Oui. Pouvoir, histoire, esclavage, environnement, Caraïbes, Atlantique. Oui. Depuis septembre 2023, vous pilotez ce concours, donc ma thèse en manga, en tant que correspondant innovation et valorisation de la recherche entre l'UMR 8053 et le CNRS SHS. Dimitri, expliquez-nous un peu les origines donc de cette thèse en manga. Alors l'idée du concours Ma thèse en manga est née de la rencontre avec Rafi en 2022. Donc il me parlait de ses actions, de ce sur quoi il travaillait, et notamment le dernier héros de ces séries de manga, Lisando, un lézard qui a muté à cause de la chlordécone. Et comme parallèlement notre laboratoire est évalué par l'HCRS, le Haut Commissariat à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui nous incitait à mettre davantage en avant les doctorants et les jeunes docteurs de notre laboratoire. Et donc, j'ai pensé que le manga était un support idéal à la fois pour valoriser les travaux des jeunes docteurs, mais aussi, et c'est le deuxième objectif de l'opération, de sensibiliser les jeunes, les élèves de Martinique, aux problématiques qui sont traitées dans les deux mangas lauréats. Alors il est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde culturel, c'est vrai que le manga prend de plus en plus d'importance, non pas seulement auprès des jeunes, mais un peu dans toutes sortes de catégories, j'ai envie de dire, d'âge en particulier. Et cette opération, donc cette thèse en manga est bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est déroulé tout cela ? Alors oui, le manga, c'est un support idéal. C'est 26% du chiffre d'affaires du secteur du livre. Et tout de même. Et un livre sur 7 vendu en France. Et donc j'ai proposé ce concours au conseil d'unité de notre laboratoire, qui est un peu l'instance dirigeante où se prennent les décisions. Et donc j'ai monté un comité de pilotage avec des membres du laboratoire. Nous avons élaboré une grille de notation pour sélectionner les thèses. Donc on a sélectionné les thèses qui ont été soutenues. Donc soutenu par des docteurs, par des jeunes docteurs, dirigés par des membres de l'unité de 2020 à 2023. Et donc il y avait deux documents qui étaient demandés. En fait, le rapport de soutenance, quand on soutient sa thèse, il y a un rapport de soutenance qui est produit par les membres du comité de thèse, et ensuite une lettre de motivation où on essayait de voir comment
les potentiels lauréats arrivaient à se projeter dans la mise en graphique de certains résultats scientifiques. Et donc, à l'issue de ce processus, donc il y avait des notations et presque, j'allais dire presque naturellement, ce sont vraiment les deux candidats qui sont ressortis en tête, donc Jessica Balgui et Carlo Andy-Charles. Et donc ensuite, la deuxième étape, il a fallu donc trouver des financements. Donc vous les aviez dit tout à l'heure, ont financé cette opération le CNRS, l'Université des Antilles et la préfecture de Martinique. Donc l'Université des Antilles est lauréate de l'appel à projet SAPS, Sciences avec et pour la société, qui nous permettra justement d'élargir le concours à l'ensemble des jeunes docteurs de l'université pour les éditions 2025 et 2026. Et la préfecture de Martinique, à travers un appel à projet de la Direction générale de l'Outre-mer, va soutenir le déploiement des actions de médiation scientifique auprès des scolaires après validation des mangas par les inspecteurs d'académie. C'est un processus relativement long. Alors oui, relativement long et en même temps assez court, parce que le concours a été lancé en février, les candidats ont été sélectionnés en fin mars, les travaux, la réalisation des mangas a commencé au mois de juin, donc le travail entre les lauréats et le mangaka, et donc voilà, on va produire les mangas là à la fin du mois. Donc le plus gros, c'est vraiment le travail de réalisation des mangas, qui est vraiment un travail collaboratif en fait. On va le voir effectivement avec Rafi dans quelques instants. Quels sont les objectifs à long terme ? Alors à long terme, là les mangas ils seront distribués gratuitement aux élèves de Martinique. On envisage également une exploitation commerciale des mangas en fonction de l'audience qu'ils vont recevoir ici. Et donc et peut-être même grâce à Carlo Andy-Charles une diffusion au Canada. Et à long terme, c'est vraiment d'essayer de toucher les académies des Outre-mer, donc de Guadeloupe, de Guyane, et de vraiment essayer d'élargir le concours au maximum possible. L'idée étant que le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'approprient le concours. Il y a déjà des concours nationaux destinés aux doctorants et aux jeunes docteurs. Il y a ma thèse en 180 secondes. Il y a également Science en Bulle. Science en Bulle, en fait, participe du concours La Fête de la Science. Et nous, on se positionne différemment avec ma thèse en manga, parce que Science en Bulle, ce sont des doctorants, donc des aspirants docteurs, si je puis dire, qui développent, donc ils sont en train de faire leurs recherches. Et donc Science en Bulle réunit plusieurs lauréats dans une même bande dessinée. Là, nous, on a fait le pari et le parti de faire un manga par thèse. Et l'idée aussi, c'était de ne pas dévoiler les résultats de recherche avant que les doctorants puissent soutenir leur thèse. Et ma thèse en 180 secondes, c'est également des doctorants qui présentent leur recherche en cours. Et l'exercice est aussi différent. Nous, on se situe plutôt en aval de la soutenance de thèse. Un même objectif, mais en fait des divergences. Un même objectif, mais en fait des divergences en termes de praticité, si je puis dire. Oui, c'est ça, la méthodologie est différente en fait. Mais vraiment, l'objectif final, c'est d'arriver à marier la science et la création pour recoudre le lien, le tissu entre les chercheurs et la société, parce que c'est vrai que on a parfois du mal à se faire comprendre, notre langage n'est pas toujours accessible. Je vous le confirme. Et donc, et en plus, on travaille sur des problématiques, même si elles sont historiques, ce sont des problématiques dont les résonances sont contemporaines. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire dans ce sens-là. Mes collègues n'aiment pas ce mot, mais pour vulgariser la science, en fait. Et c'est un objectif plutôt noble que de se faire comprendre de la société et des citoyens. Je pense effectivement que c'est une excellente idée. Dimitri, je vous remercie. Nous allons maintenant voir un peu le point de vue du côté justement des lauréats et puis de notre ami Rafi qui a plus que participé donc à ces thèses. Je commencerai avec vous, Jessica, si vous le voulez. J'aimerais que vous nous parliez justement de la façon dont vous avez abordé cette thèse en manga. Oui, alors ce concours, je l'ai abordé avec enthousiasme, vraiment, comme l'expliquait Dimitri, avec l'idée de pouvoir enfin partager ce travail mené pendant de nombreuses années au cours de ma thèse et qui, en effet, n'est pas toujours accessible. Je pense
presque simplement à mes proches qui m'ont vu travailler pendant des années et qui se demandaient parfois ce que je faisais. Et qui, quand je leur ai parlé de ce concours, m'ont dit mais c'est super, on va enfin pouvoir comprendre ce que tu fais. Oui, j'avais pas tort. Oui, c'est ça. Dimitri, que c'est pas toujours évident, cette compréhension entre les chercheurs, les scientifiques et le grand public. Oui, donc vraiment c'était pour moi l'occasion de mettre en valeur ce travail et de le rendre accessible à d'abord un cercle très réduit, mes proches, et puis finalement remplir cet objectif plus général de rendre accessible ce travail au plus grand nombre. Donc j'étais ravie d'y participer et heureuse d'être l'une des lauréates. Donc voilà. Comme je vous comprends. J'aurais ça à savoir comment s'est passée la collaboration avec Rafi, parce que je suppose que ça n'a pas toujours été évident. Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière ? Je ne parlerai pas de difficulté. C'est simplement trouver un langage commun entre une historienne, une jeune historienne, avec mes façons de réfléchir au problème avec un point de vue scientifique et une manière de traduire ce langage à la fois dans un langage graphique, mais Rafi en parlera mieux que moi, et puis aussi plus simplement de discuter de Jessica à Rafi de qu'est-ce que c'est que mon sujet, comment lui le perçoit, qu'est-ce que moi j'ai envie d'en dire. Donc c'était un dialogue vraiment très riche à plein de niveaux. Donc oui, une belle collaboration. Tout s'est bien passé. Très bien. Alors Rafi, je rappelle que vous êtes auteur et illustrateur spécialisé dans le manga. Le public, en règle générale, qui s'intéresse au manga est habitué à des histoires plutôt de robots, de combats, d'amour ou encore de jeunes filles ayant des pouvoirs magiques. Quelle a été votre réaction face à cette demande quelque peu singulière d'illustrer un projet de thèse basé sur une recherche en histoire ? Alors, déjà, je l'ai pris comme un challenge. Je me suis dit, bon, alors, déjà, quand on a parlé de thèse, je me suis dit, oh, est-ce qu'il va falloir que je lise les thèses ? Déjà, premièrement, je me suis dit, ah. Donc, Dimitri m'a dit de moi, non, tu auras des rapports de thèse. Donc, avant le concours, de sélectionner les deux lauréats. Donc, je crois qu'il y avait une dizaine de thèses à lire à peu près. J'ai pris mon temps. J'imagine. Parce qu'au début, bon, quand je ne comprenais pas, je disais, Dimitri, ça parle de quoi exactement tel ou tel sujet. Et au final, quand j'ai donné ma liste, enfin les deux que je trouvais, je ne vais pas dire à mon goût, mais que je me voyais dessiner. Grande responsabilité, voilà. Là. Voilà, que je me voyais dessiner, je me suis dit, ah. Quand j'ai donné à Dimitri, il m'a dit c'est exactement les mêmes doctorants qu'on a trouvés. Et ouais, j'ai plus pris comme un challenge de me dire que, ouais, comme tu disais, la plupart des mangas, c'est style Dragon Ball, le shonen. C'est ça, absolument. Et tout ça. Ouais. Mais ça change de plus en plus. Maintenant, tu vas en trouver. Tu vas voir des mangas sur Shakespeare, Les Misérables. Ah, carrément. Ouais. Ils ont compris qu'en fait, les jeunes lisaient beaucoup de mangas. Donc, ils ont même la littérature, tout ça, maintenant, se fait en manga. Et ouais, ça a été beaucoup de réflexion, se dire, bon, comment on va retransmettre ça, ne pas faire des dessins trop, par exemple, pour Jessica, trop durs, même pour Carlo, hein, parce que c'est quand même deux thèses qui sont assez parlantes, excusez-moi. Et surtout, ça parle du moment, quoi, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe ici aussi. Et comme par hasard, ça sort là, quoi. Au fait de l'actualité, voilà. On va dire. Et moi, ça a été un plaisir. Bon, le matin, les visios, je disais, pas à 8h, à 9h, s'il vous plaît. Ils n'ont pas été gentils, en fait. Hein. Mais c'était cool. Alors, franchement, c'est une bonne expérience et ouais, à refaire.
Alors je vous propose à tous les deux de regarder justement une illustration. C'est celle qui débute le récit de la recherche de l'héroïne, en l'occurrence qui découvre le registre des propriétaires d'esclaves de la Martinique indemnisés à la suite de l'abolisation de 1848. Comment tous les deux avez-vous appréhendé ce moment très important du récit, chargé d'émotions quand même, charge pour Rafi donc de traduire justement cette émotion et vous-même donc d'écrire, de faire en sorte que le lecteur va pouvoir appréhender justement ce début d'histoire. Oui, alors en fait, ce que l'on voit apparaître sur cette première page, ce sont les registres que j'ai découverts, vraiment comme on le voit sur l'image, aux ANOM, à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer, où en fait j'ai fait cette découverte pour moi qui a été déterminante dans mon travail de thèse, autour de l'indemnité qui a été versée aux propriétaires d'esclaves par la loi du 30 avril 1849. Donc, ce registre contient en fait les noms de toutes ces personnes qui, au lendemain de l'abolition, ont reçu certains montants. On a voulu partir de ce document pour écrire ces histoires autour de ces personnes, ces indemnitaires. Et on a voulu retranscrire la surprise. Je pense que c'est vraiment le mot, l'émotion, en tout cas moi, que ça m'a procuré en découvrant ce registre. La surprise donc de voir apparaître dans ces listes des propriétaires libres de couleur. Pour moi, c'était une découverte archivistique importante. On imagine, ouais. Je me suis demandé quelles étaient les histoires en fait de ces personnes affranchies ou descendants d'affranchis qui se retrouvent sur ces listes. Et je pense, je ne veux pas parler pour Rafi, je vais te laisser répondre, mais c'était également une surprise pour toi. Donc en fait, je pense que c'est ce qui caractérise à la fois cette découverte et ce moment de partage, c'est la surprise en fait. Alors Rafi, comment justement traduire cette émotion, cette surprise en illustration, en dessin ? Alors, comme disait déjà Jessica, je n'étais pas au courant en fait de tout ça. Donc j'ai été surpris, ça c'est clair. C'est pour ça aussi que j'ai dit je veux bien dessiner cette thèse-là. Et franchement, ça a été une découverte et je me suis dit quand même, il y a plein de choses qui se sont passées et que on nous a pas spécialement appris à l'école. Et je me suis dit ça pourrait être bien pour les enfants, tout ce qui est étudiants, collégiens et tout ça, qu'ils puissent aussi connaître ça. Et avoir matière, ça veut dire quand tu as le livre, c'est pas comme du numérique, tu peux l'avoir, le relire et le relire et le relire. Effectivement. Comprendre un peu plus les choses. Et ça a été... Il y a eu des moments où quand j'ai dessiné, je dis j'ai pas envie de dessiner ça. C'est trop fort émotionnellement, c'est très dur. Il y a eu des moments où j'ai lâché le stylet, où je me suis dit reprends quand même. Et j'ai pensé à Jessica, je me suis dit j'imagine pendant des années, elle a dû être dans ça, l'émotion aussi. Donc moi, pendant 3 mois, je peux avoir cette émotion-là, quoi. Et j'ai voulu faire en sorte de vraiment bien retranscrire ce qu'elle voulait faire, chercher les tenues d'époque, tout ça. Donc ça a été aussi beaucoup de recherche et tu tombes sur beaucoup de choses en même temps. Quand tu tapes, on t'envoie sur tel livre, tel truc, tu dis ok. C'est fort. Jessica ? Oui, je voulais rebondir parce que c'est la première fois que je t'entends dire ça, qu'à un moment tu as lâché ton stylet et c'est vraiment intéressant pour moi de l'entendre parce que moi aussi il y a des moments où j'ai lâché en fait quand je travaillais en me disant mais est-ce que j'ai envie d'écrire cette histoire-là, elle est d'une violence en fait. En fait je pense que c'est la violence de cette histoire qui fait qu'on... Oui, c'est éprouvant en fait. C'est éprouvant d'avoir à rendre compte en fait de la violence de la société coloniale esclavagiste. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a partagé à différents moments et de différentes manières. Alors, est-ce que le noir et blanc participe justement, ce choix particulier du noir et blanc dans ce manga, est-ce qu'il participe justement à cette émotion, à cette dureté du récit justement ? Alors oui, c'est pour ça que j'aime le manga, c'est parce que tu fais plus attention. Quand c'est du noir et blanc, tu fais plus attention aux traits du dessinateur. Par exemple, les traits du visage, le corps. Je pense que tu fais plus attention même au décor, au dessin et
le fait du noir et blanc, en fait, c'est ton imagination, c'est toi qui te dis, bon, alors, le personnage, il est telle couleur, tel truc. Tu sais, c'est pas ciblé directement. C'est-à-dire peut-être que dans une des histoires, tu vas dire, est-ce c'est un mulâtre, un noir, un blanc? Voilà, c'est à toi de te poser la question et aussi après de rechercher par toi-même, puisque les noms on a un peu changé les noms et tout comme ça, donc. Mais c'est subtil. Donc je pense que si tu fais tes recherches, tu peux retrouver les personnages et tout ça. Et j'ai essayé aussi de toujours garder leurs traits. Demander à Jessica comment tu vois le personnage, etc. etc. Et c'est là justement que la collaboration est importante, pouvoir transcrire par l'écrit toutes ces illustrations qu'on voit en ce moment. Et c'est vrai que pour les avoir parcouru, c'est vrai que c'est très poignant, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions et de dureté, comme on disait tout à l'heure. Oui, mais ce que j'ai trouvé très très intéressant et ce qui m'a beaucoup plu, c'est justement de passer du langage un petit peu aride, de la recherche, du travail de thèse, et par le langage graphique, par le talent de Rafi, avoir en fait, grâce aux traits et sans couleur, des émotions en fait dont je n'ai pas pu rendre compte dans mon travail de thèse, puisque de toute façon c'est pas l'objet, enfin c'est pas l'idée du travail de thèse de rendre compte de ce que les personnes ont pu ressentir, mais on parle précisément de personnes, et là, d'avoir ce langage-là qui m'est offert par Rafi, c'est très précieux. Là, je ne sais pas si vous avez accès à cette image, mais de voir deux personnes qui s'enlacent, leurs traits, la manière dont il a rendu compte de leur lien d'affection. En l'occurrence, pour cette histoire, c'est très, très pertinent, parce que dans cette histoire faite de violence qui induit des rapports, des relations esclavagistes très complexes avec des propriétaires de couleurs et des esclavisés. En l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que derrière ces relations statutaires, parfois, en fait, il y a des liens d'affection. En fait, une mère, une fille peut être propriétaire de quelqu'un de sa famille, en fait. C'est très paradoxal, en fait. C'est en fait le système colonial esclavagiste qui crée ce type de relations statutaires par des processus que je pourrais vous décrire, mais qui sont assez complexes, qui font que pour affranchir, pour libérer quelqu'un, il faut dans un premier temps le racheter à son ancien maître, ce que certains membres de famille se sont évertués à faire par dizaines et par dizaines. Donc on rachète un membre de sa famille à son ancien maître, sauf qu'ensuite, pour lui faire reconnaître sa liberté, il faut payer une taxe d'affranchissement. Or, cette taxe est aussi élevée que le prix du rachat de la personne. Donc, en fait, les membres de la famille ne font pas reconnaître la liberté de leurs proches. Et donc, ils deviennent les maîtres, les propriétaires statutaires. En fait, c'est purement statutaire. Derrière, ce qu'on voit, c'est des liens d'affection. Et en fait, l'écrire dans une thèse et le voir dessiner, c'est différent. Tout à fait d'accord. Et donc, c'est précieux d'avoir ce type de document et de pouvoir le partager. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, bien entendu. Maintenant, je vais me tourner vers Carlo. Carlo, Andy Charles, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes en visioconférence avec nous. J'aimerais également que vous nous parliez également donc de la thématique de votre thèse. Oui, bonjour. Oui, allez-y, on vous entend. Ok. Alors, la thématique de la thèse, je travaille sur la migration internationale, des Haïtiens à partir de beaucoup d'autres lieux et à partir de certains lieux tels que, on va dire, la Martinique vers Paris ou les États-Unis, le Canada, etc. Et dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé particulièrement aux relations quotidiennes des Haïtiens qui sont qui habitent en Haïti, avec des Haïtiens qui ont quitté Haïti et qui habitent dans 8 pays de la diaspora haïtienne. Il y a que la France, le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Chili, Cuba et la République dominicaine, et comment ils entretiennent ces relations et particulièrement l'impact économique, social et politique de ces relations sur. Alors justement, vous qui êtes un habitué au travail de valorisation scientifique auprès du grand public et des médias, avec par exemple votre pièce de théâtre Cap au Monde, comment avez-vous appréhendé ce concours? C'était aussi un challenge pour vous? Tout de suite. Parce que, du coup,
je me suis dit, ça me en tout cas l'opportunité de continuer à faire le travail que je fais depuis des années. Donc, depuis dans la valeur du depuis 2010-2019, où je publie régulièrement des articles dans les médias, que ce soit au Canada ou aussi des interviews en France, le journal Le Monde ou à la télé, etc. Et donc, du coup, je pensais au manga en tant que format très différent d'un travail de thèse. Et comme le disait Raph tout à l'heure, le travail qui est long, avec un langage qui n'est pas tout à fait accessible. Et je me disais que le manga était l'opposé de ça. Un travail vachement plus court, avec un langage plus accessible, avec une histoire qui est plus simple à comprendre, mais en même temps qui puisse parler un peu de la thématique centrale. Donc du coup, j'étais tout de suite très... voilà, j'ai envoyé ma candidature en croisant les doigts, en me disant « Allez, j'ai hâte que... en tout cas, que je fasse partie de Lorraine. » Alors, même question que pour Jessica, il faut une symbiose entre celui qui écrit et celui qui décide, justement. Comment avez-vous, là encore également, pu traduire tout cela? Comment s'est passée, par exemple, votre première rencontre? Ouais, alors, la première rencontre, moi, je connaissais déjà Dimitri. Du coup, j'ai fait ma thèse de laboratoire en sciences sociales à l'époque, en PEAC. De l'Université des Antilles en géographie. Du coup, Dimitri, on se connaissait, donc je faisais déjà confiance à ce qu'il proposait. Et donc, j'avais pas peur de lancer dessus. Et donc, quand Dimitri m'a présenté à Rafi, donc c'était extraordinaire. On s'est rencontrés en visioconférence, comme aujourd'hui. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il comprend très, très bien le traitement de mon travail de thèse. Parce que du coup, en fait, ça m'inquiétait un peu, ou ça m'aurait inquiété de travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que je fais en travail de thèse. Vous l'avez mentionné, j'ai déjà écrit une pièce de théâtre avec quelqu'un d'autre, et c'était aussi basé sur des éléments de ma thèse. Et pour moi, l'essentiel était de travailler avec des artistes, et c'est comme ça que je vois justement un artiste qui comprend, qui est capable de traduire des concepts très scientifiques en une réalité graphique, mais qui est tellement claire, tellement facile et simple à comprendre, et ça demande beaucoup de talent. Et voilà. Contre, je me suis dit, ok, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Donc du coup, on peut se faire du travail. Donc, si je résume, totale confiance. Rafi, je m'adresse également à vous. Est-ce que vous seriez prêt à renouveler l'expérience? Rafi, par exemple. Moi, oui. Hein. Ouais, j'ai dit à Carl aussi, on fait la suite. Ouais, parce que franchement, l'histoire était super intéressante. Et ça a été comme différent. Un autre sentiment qu'avec Jessica, ça a été comme un mea culpa. Parce que quand j'ai commencé à lire sa thèse, je me suis rappelé, moi, quand j'étais jeune, quand on appelait celui-là Makume, ou bien Thé féminé, ou... C'est... Vous avez fait un transfert, en quelque sorte. Ouais, je me suis dit, putain, en fait, on était méchants quand on était gosse, en fait. Et c'est au fur et à mesure que tu grandis, tu rencontres des gens, tu te dis, ben, en fait, ce sont juste des personnes, quoi. Ce sont des préjugés qu'on a. Et au début, je me rappelle, j'ai dit à ma compagne, ça va être dur à dessiner celui-là. Et au final, avec Carlo, c'est passé fluide, direct. Quand j'ai lu, et puis on en a, après plusieurs visios et tout ça, on a réussi à trouver le fil directeur direct. Et ouais, j'ai voulu que les dessins soient complètement différents de ceux de Jessica. D'ailleurs, on le voit à l'écran, ouais. Effectivement. Ouais. Et aussi, ouais, montrer, j'espère aussi que ça pourra, les élèves et tout ça pourra amener la tolérance. Pas spécialement envers les homosexuels ou quoi, mais envers chaque personne, quoi. Être humain, tout simplement. Voilà, c'est ça. Carlo, prêt pour une autre aventure? Déjà quelque chose en tête? On n'entend plus. Oui, je suis pour la continuité de lui, et ça m'intéresserait, donc je viens partir à Rafi,
je peux facilement écrire 5 autres mangas sur l'histoire de lui. Donc, il y a énormément de choses à raconter. Donc, oui, absolument. Et puis, comme Rafi le disait, parler d'homosexualité n'est pas évident. Faire une thèse d'homosexualité, moi j'ai fait ça dans des conditions extrêmement difficiles en Haïti, au-delà de tout ce qu'on connaît en Haïti, la situation sociale, politique, économique, les crises, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, tout ça. Mais au-delà de ça, l'homosexualité, comme dans le reste de la Caraïbe, est tabou en Haïti. Et donc, pour pouvoir faire mon travail de thèse pendant les mois que j'ai passé en Haïti, sans quitter Haïti, pour pouvoir faire ce travail d'immersion bibliographique, et ben, j'ai dû compter énormément de choses, beaucoup d'homophobie, et j'ai dû à mettre aux prises, ne pas révéler aux gens tout ce que je faisais. Donc, à chaque fois que les gens me demandaient pourquoi je faisais mon travail de thèse, je leur disais que je faisais ça sur la migration internationale, l'espoir, des choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité, parce que il fallait absolument que je me protège, il fallait aussi que je protège ma famille qui habite ici à ce moment-là, et que je protège aussi les participants, les enquêtés qui ont fait confiance pour me raconter leur de vie. Et donc du coup, voilà, évidemment, moi j'ai été pris de un an, et pendant le terrain de thèse, et puis les tout années que j'ai passées après pour pouvoir rédiger, finir. Je travaille en ce moment sur un bouquin académique sur ça. C'était des moments forts de grandes émotions, et ce qui me plaît avec le manga, c'est que à travers son talent, vous avez un magnifique, hein, franchement. Voilà, valorisez-le, parce que on va le faire venir au Canada. Formidable. Donc, et voilà, est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle team est née, Jessica, Rafi, Carlo, c'est une team gagnante, on peut le dire, en quelque sorte. Ouais, oui, on peut le dire. Parce que franchement, ce qu'on a fait en quelques mois, c'est fort quand même. Ouais. Avec notre emploi du temps chacun, avec Dimitri aussi, parce que Dimitri aussi était tout le temps là avec nous. Donc ça, c'est vraiment... je pensais vraiment pas qu'on l'aurait fait en 4 mois. Mais on était tous très passionnés en fait, Ouais, et tellement plein de passionnés et tellement plein de bonne volonté. Enfin vraiment avec une envie commune que ça fonctionne, que d'avoir un résultat qui est à mon avis complètement réussi. Donc oui, on était très très, je sais pas comment le dire, heureux. Ouais, on était connectés, je pense. On avait tous l'envie de le faire et de bien le faire. Comme c'est la première édition, il fallait qu'on tape fort, quoi. Et l'union fait la force, ça c'est vraiment le cas de le dire. Et de mon point de vue, si vous le permettez, je dis que c'est réussi. Eh ben super, merci. Bravo à tous les trois, un grand bravo également à Dimitri. Alors, il faut dire que nous allons maintenant remettre vos prix, remettre les prix à ces deux lauréats, donc, que sont Jessica et Carlo, et cela se fera donc avec l'aide du directeur de l'UMR 8053 FEAC, monsieur Gros Desormeaux, qui va nous rejoindre. Je vais donc pouvoir, dans quelques instants, avoir la joie de lire sur le visage de Carlo qui se trouve, je vous le rappelle, en visio avec nous, et de Jessica qui est juste à mes côtés. Donc, ce prix qui est très important pour vous, Jessica, également pour Carlo. Je commence par vous, Jessica. C'est vrai que je ne dirais pas que c'est une récompense, mais c'est quelque chose de très gratifiant pour vous. Ah oui, tout à fait. De toute façon, le travail de thèse est un travail très solitaire qui est fait de haut et de bas, où on travaille à partir des archives, on fait vraiment un travail de fond sur plusieurs années avec les doutes et puis les joies aussi que ça peut procurer. Et avoir terminé ce travail et le voir récompensé de cette manière-là par ce prix ou par d'autres, et celui-là en particulier, c'est vraiment gratifiant. Ça, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est une reconnaissance qui est très 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 importante, vraiment, surtout après ce travail, comme je le dis, qui est
est très très long. Un travail de thèse pour, enfin voilà, Carlo, c'est vraiment une joie. Alors Carlo, si vous le permettez, je vous l'apporterai, puisque là c'est du virtuel pour l'instant pour vous, ce qui me permettra de faire un petit voyage et de faire en physique votre connaissance. Je vais donc appeler à mes côtés Monsieur Gondésormeau, qui va donc venir remettre avec Dimitri également, qui peut venir également donc à nos côtés. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, est-ce que vous voulez bien montrer, s'il vous plaît, donc, voilà, c'est un beau chèque, hein. Dimitri, Oui, la CNRS fait bien les choses. Oui, la fondation Les du facs. CNRS donc, donne le prix Ma thèse en manga, donc leur attribue donc, à Jessica et à Carlo, et merci pour votre travail et votre contribution, avec Rafi également. Monsieur Gondésormeau, je vais vous passer mon C'est micro. moi qui te l'apporterai, Carlo, hein, le chèque. Alors bonjour à tout le monde, bonjour aux lauréats. Et pour rappeler un petit peu les choses, c'est une initiative qui a été lancée par Dimitri et Rafi. Il faut remettre à César ce qui est à César. Et nous ne pensions pas que l'initiative aurait pris une telle ampleur, puisqu'au bout du compte, on a eu le soutien immédiat du CNRS dans sa stratégie de sciences ouvertes autour de la recherche et de la fondation CNRS. On a aussi obtenu à travers cette démarche un soutien franc et sincère de l'Université des Antilles, qui souhaite précisément que cette initiative elle puisse par la suite être généralisée à d'autres UMR et carrément à l'ensemble de l'Université des Antilles. Et puis on espère que peut-être, comme pour ma thèse en 180 secondes, nous puissions aboutir à un dispositif normalisé qui se retrouve un peu au niveau national. Donc ça, c'est l'ambition. On verra ce que ça donne. Je vous félicite à tous les deux, Carlo, Jessica, pour la qualité de ce que vous avez fait, et puis Rafi, qui a réussi à rendre des travaux de thèse digestes, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'évident. Et puis merci, parce que c'est l'opportunité aussi pour déjà nos jeunes Antillais, nos jeunes Martiniquais, nos jeunes Guadeloupéens, de découvrir qu'une thèse, ce n'est pas un document qu'on va laisser dans un placard ou qui sera simplement publié dans des revues hyper spécialisées, mais qu'une thèse a vocation aussi à être en société et à apporter aux uns et aux autres une vision un peu renouvelée des rapports humains, des rapports sociaux, autour de deux questions qui sont des questions un peu cruciales pour le vivre ensemble. Voilà. Monsieur le directeur, je vous remercie. Vous n'allez pas garder votre chèque. Non, je vous en prie. Est-ce que je peux faire le relais, si vous voulez bien? Donc voilà, et Dimitri va nous rejoindre également parce qu'il y a aussi un cadeau spécial. Il y a nos lauréats et puis il y a Rafi tout de même. Je remets un cadeau à Rafi donc, pour le remercier pour sa participation. Et donc comme ça, il pourra continuer à dessiner plein de mangas. Et on peut savoir s'il y a dans le... Moi, je suis très curieux moi, dans le cadeau. On peut savoir... Oui, on peut l'ouvrir en direct. On peut, Dimitri, on peut l'ouvrir. Absolument. Bien sûr. Donc, découverte en direct donc avec notre ami Rafi, donc de son cadeau pour sa participation. Pouille, dit-il. Pour la suite. Donc tu as compris le message. Donc tu as compris le message, Rafi. C'est pour la suite. Franchement, c'est super sympa. Je vous remercie beaucoup. Jean-Raphaël, Dimitri. Elle est où Pascal? Elle n'est pas là. Pascal aussi. Et franchement, ça fait plaisir. Oui, Pascal Campus, l'administratrice aussi, qui nous a beaucoup accompagnés sur ce projet. Et je remercie également Shiba Boy, la chargée de com de l'Université des Antilles, et donc tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Et merci Dimitri, oui. Merci beaucoup Dimitri pour le lancement de ce projet, pour tout le temps que tu y as mis et l'implication personnelle et professionnelle. Et voilà, vraiment merci, c'était un plaisir de participer à ce projet à tes côtés. Voilà. Merci encore et félicitations à nos deux lauréats. Carlo, un mot de la fin peut-être? Oui, un mot de la fin. Merci beaucoup à Dimitri pour le travail
de recherche-création. Parce que du coup, ça, on le dit souvent, et je suis tellement content de l'avoir entendu de la part de Jennifer. Le plus souvent, on a l'impression que quand on fait des travaux de thèse, quand on écrit des documents techniques, ça reste compliqué dans les placards de l'université. Et ces travaux-là, on les fait aussi pour le public. C'est des travaux qui sont faits par les impôts, par les prix que l'on a. Donc, le public qui a contribué. Donc, ça fait du bien de voir qu'au sein de l'université d'Annecy, il y a des chercheurs sur la métrie, il y a des laboratoires qui participent activement à rendre le savoir académique accessible au grand public. Donc, j'invite les gens à lire ces mangas, à les lire, à les partager avec d'autres personnes, à en discuter, parce que c'est surtout ça l'objectif du manga, c'est surtout d'en parler, quoi, de continuer des conversations que j'espère commencer effectivement dans nos travaux de thèse. Donc faites le tour de vous. C'est pour ça qu'on fait des thèses. Et voilà, merci. Merci à vous, félicitations encore à nos lauréats, Rafi également merci, et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.